On commencera par une brève introduction suivie de l'exposition de nos matériels et méthodes, puis de résultats. On enchaînera ensuite par la discussion avant de conclure. En guise d'introduction, il faut savoir que les cancers de l'enfant sont des pathologies rares correspondant à 1% des cancers de l'ensemble de la population générale. Cette rareté nous oblige à connaître leurs particularités cliniques et les intégrer dans des hypothèses diagnostiques afin d'orienter le diagnostic et avoir une prise en charge précoce. Les objectifs de mon travail est de déterminer la prévalence des cancers abdominopelviens, préciser leurs particularités cliniques et épidémiologiques, identifier les principaux cancers ainsi que les principes de prise en charge thérapeutique. Pour cela, nous avons réalisé une étude rétrospective portant sur des enfants présentant des cancers abdominopelviens pris en charge au sein du service de chirurgie pédiatrique à l'hôpital d'enfants de Rabat, en collaboration avec le service d'hémato-oncologie pédiatrique sur une période de 5 ans, allant de janvier 2008 à janvier 2013. Après l'exploitation des dossiers, les résultats étaient les suivants. Les cancers abdominopelviens retrouvés dans notre série étaient dominés par le néphroblastome retrouvé chez 44% de nos malades, le neuroblastome représentait 31%, le rhabdomyosarcome 13%, les autres cancers étaient moins représentés, notamment les tumeurs germinales malignes, l'hépatobblastome, le sarcome rénal à cellules claires, lymphome digestif, les tumeurs du stroma et les tumeurs dysplasiques et enfin l'adénocarcinome rénal. Au moment de diagnostic, nos patients avaient un âge compris entre 28 jours et 15 ans, avec une moyenne d'âge de 3 ans. Les cancers abdominopelviens touchent principalement des enfants de petit âge qui représentent 80% de nos malades. Ce graphique montre la répartition de nos malades en fonction de l'âge moyen ainsi que du type histologique. Les âges moyens les plus bas ont été notés pour l'hépatoblastome et les tumeurs du stroma et des cordons sexuels. L'adénocarcinome, les tumeurs desmoplasiques étaient l'apanage du grand enfant. Concernant le sexe, on note une légère prédominance masculine à 52%, tout cancer confondu. Ce graphique montre la répartition de nos malades en fonction de leur sexe et le type histologique. On note une nette prédominance masculine pour le rhabdomyosarcome, alors que les tumeurs germinales étaient prédominantes chez les filles. La majorité de nos patients étaient originaires du nord-ouest du Maroc. À noter qu'un patient de notre série était mauritanien. La découverte d'une masse abdominale et ou pelvienne a constitué le motif de consultation le plus fréquent, retrouvé chez 67% de nos malades. Des signes généraux étaient présents chez 40%, la douleur était retrouvée chez 20%, la symptomatologie digestive chez 24%, la découverte fortuite de la maladie n'est pas rare, elle a concerné 1%. L'examen de nos malades a révélé l'existence d'une masse chez 128 malades. Il a montré également des signes en rapport avec l'extension leucorégionale et générale de la maladie cancéreuse, tels que l'hépatomégalie, l'adénopathie, le déficit moteur et la détresse respiratoire. Comme examen radiologique, 46 patients de notre série ont bénéficié d'un ASP qui était pathologique chez 7 patients. L'échographie a été réalisée chez 177 malades, soit 98%. Il a objectivé une masse rétropéritonéale chez 137 patients. Les masses intrapéritonéales ont été retrouvées chez 8 cas et il était de localisation pelvienne chez 32 malades. 136 patients ont bénéficié d'une TDM qui a permis de préciser la topographie de la masse. Il a objectivé la présence d'une extension leucorégionale chez 45 patients. L'épanchement intrapéritonéal était présent chez 4 malades, des adénopathies profondes chez 25 cas, des métastases chez 47 cas et des calcifications chez 41 malades. L'IRM a été demandé chez 8 malades, parmi lesquels 4 patients avaient une atteinte médulaire. Les examens biologiques spécifiques comportaient les dosages de catécholamine urinaire, l'alpha-photoprotéine, le bêta-HCG et la LDH et des hormones sexuelles. L'examen anatomopathologique était réalisé chez 95% de nos malades. Ce graphique montre les différentes modalités de prélèvement pour cette étude anatomopathologique. Les résultats de cette étude étaient les suivants. Dans notre étude, on a eu 78 cas de néphroblastome, 89 cas de neuroblastome, 23 cas de rhabdomyosarcome, 7 cas de tumeurs germinales, dont 5 tératomes,
5 cas de sarcome rénal à cellules claires, 2 cas de lymphome de Burkitt, 1 cas chacun des tumeurs desmoplasiques à petites cellules rondes, un carcinome embryonnaire, les tumeurs du sac vitellin, tumeurs de stroma et des cordons sexuels. Concernant l'attitude thérapeutique, un acte chirurgical a été fait chez 89% de nos malades. 86% ont bénéficié d'une chimiothérapie et seulement 26% d'une radiothérapie, sachant qu'un patient pouvait bénéficier de plusieurs types de traitements. Ce graphique montre la place importante qu'occupait la chirurgie dans la prise en charge thérapeutique de nos malades. Concernant l'évolution de nos malades, une rémission complète a été retrouvée chez 63%, 8% de rechute, 7% de malades étaient perdus de vue et 22% de décès. La cause des décès par ordre de fréquence décroissante était le stade évolué de la maladie, les rechutes, la résistance, l'abandon et le choc septique sur neutropénie fébrile. À présent, nous allons discuter les données discuter nos résultats à la lumière de la littérature. L'âge de nos patients était relativement proche des données moyennes de la littérature. Pour le sexe, nos résultats rejoignent les données de la littérature, sauf pour l'hépatoblastomes où on a un sexe ratio de 1, alors que la littérature apporte une prédominance masculine. La clinique est dominée par la présence d'une masse abdominale et ou pelvienne, associée souvent à des signes de compression digestive et ou urinaire. Les signes généraux sont également fréquents. Les métastases peuvent constituer le signe révélateur. La découverte fortuite n'est pas exceptionnelle. Cependant, certains signes sont plus spécifiques. L'hématurie se voit dans 30 à 50% de cas d'adénocarcinome, du sarcome rénal à cellules claires, le rhabdomyosarcome du sinus urogénital et seulement dans 20% des néphroblastomes. Une hypertension artérielle est un signe qui est retrouvé dans le néphroblastome et le neuroblastome. Dans le neuroblastome, les signes neurologiques sont très évocateurs. La réalisation de l'ASP n'est pas systématiquement, contrairement à l'échographie qui se fait toujours en première intention, complétée par la TDM. L'imagerie, l'IRM, est beaucoup plus performante dans l'analyse des atteintes médulaires. Pour le bilan biologique, l'élévation des catécholamines a une très grande valeur diagnostique et permet de suivre l'évolution de la tumeur neuroblastique. Le dosage de l'alpha-photoprotéine et des bêta-HCG, qui est normal dans les tératomes matures, il permet en cas de positivité de suspecter d'emblée le contingent malin. Le dosage de l'alpha-photoprotéine est fondamental et fait suspecter le diagnostic d'hépatoblastomes dans 90% des cas. La LDH est un examen qui est disponible et a grand intérêt pronostique. Le diagnostic final repose le plus souvent sur l'anatomopathologie. C'est cet examen qui classera définitivement la masse. Le geste chirurgical, concernant le traitement, le geste chirurgical peut consister à l'ablation de la tumeur, le curage ganglionnaire, la résection des métastases, ainsi que le traitement des complications thérapeutiques. Les intérêts de la chimiothérapie sont la réduction tumorale préopératoire, la destruction des métastases et des cellules résiduelles post-opératoires. Quant à la radiothérapie, elle permet le traitement post-opératoire des cellules tumorales résiduelles du lit opératoire, le traitement des métastases, mais sa toxicité importante chez le jeune enfant a amené à privilégier, dans tous les cas possibles, l'usage de la chimiothérapie. La surveillance doit être ensuite menée jusqu'à l'âge adulte pour le diagnostic et le traitement des rechutes, ainsi que d'éventuelles séquelles tardives du cancer. Les cancers ayant un bon pronostic sont le néphroblastome, les tumeurs germinales, les lymphomes, l'hépatoblastome, le neuroblastome. Concernant le rhabdomyosarcome, le sarcome rénal à cellules claires et les tumeurs desmoplasiques, elles gardent un mauvais pronostic. Cependant, les tumeurs du stroma et des cordons sexuels ont un pronostic incertain. En conclusion, le cancer de l'enfant, bien que rare, reste une des premières causes de mortalité chez l'enfant et l'adolescent. Le pronostic dépend du type de cancer ainsi que du moment du diagnostic. Une des caractéristiques de l'oncologie pédiatrique est le travail dans des cadres d'études cliniques multicentriques internationales. Cette approche a été couronnée de succès dans les décennies passées et a permis d'améliorer le pronostic de la plupart des néoplasies de l'enfant. Le retard de diagnostic ajouté aux difficultés diagnostiques et thérapeutiques constitue des obstacles majeurs à une prise en charge efficiente de cette pathologie. Je vous remercie pour votre aimable attention.